Quand mon père m'a annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il me confiait le restaurant familial, j'ai cru qu'il me transmettait un rêve. En réalité, c'était un champ de ruines. Employés qui volaient tout, des couteaux à viande au pavé de saumon. Gérant qui détournait la caisse tous les soirs. Cuisinier qui menaçait de crever mes pneus. J'ai essayé de régler ça discrètement. J'ai voulu diriger avec bienveillance. Mais quand quelqu'un a glissé un rat mort dans mon casier, j'ai compris une chose, si je ne menais pas la guerre contre mon propre personnel, j'allais tout perdre. Je sirotais un thé glacé sur la terrasse arrière quand mon père s'est assis à côté de moi, l'air grave. J'en ai fini, Marissa. J'en peux plus. À toi de jouer. Ces mots m'ont percuté plus fort que prévu. J'avais grandi dans l'odeur de l'ail et de la viande grillée. Notre trattoria familial, niché dans un quartier populaire de Lyon, c'était sa vie depuis 32 ans. Et maintenant, il voulait passer la main. À moi. Je l'ai regardé, incrédule. Tu prends ta retraite? Pas demain, mais bientôt. Et quand ce sera le cas, le resto sera à toi. J'aurais dû me réjouir. J'avais un master en gestion. Je connaissais la théorie sur les coûts alimentaires, la gestion des stocks, le recrutement. Mais la théorie, ce n'est pas la vraie vie. Alors j'ai pris une décision, commencer tout en bas de l'échelle. Je veux y bosser d'abord. Comme une simple serveuse. J'ai besoin de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Il a levé un sourcil. Tu es sûr de toi? Absolument. 2 semaines plus tard, j'étais officiellement embauchée comme serveuse de salle, sous le prénom de Brice. Seul le gérant, Gérald, connaissait ma véritable identité. Il m'a fallu 3 services pour comprendre que le resto pourrissait de l'intérieur. Premier signal d'alarme? Un plongeur nommé Thomas m'a accosté pendant ma pause déjeuner. T'as faim? M'a-t-il demandé, en me tendant une assiette pleine de raviolis. J'ai pas payé, hein. Petit bonus maison. J'ai esquissé un sourire gêné. Mais ce même jour, je l'ai vu glisser 2 steaks congelés dans son sac à dos avant de pointer. Personne n'a réagi. Le cuistot, Dédé, remplaçait régulièrement les ingrédients de qualité par des produits bas de gamme, puis empochait la différence grâce à des accords louches avec les fournisseurs. Je l'ai entendu s'en vanter à l'hôtesse. Mais le pire, c'était Gérald. Charismatique, fluide, il dirigeait la salle avec une efficacité robotique. Il traînait partout un petit carnet noir. Un jour, j'ai entrevu des colonnes de chiffres avec des initiales à côté. Et quand je l'ai vu sortir une liasse de billets de la caisse un mardi soir particulièrement calme, j'ai commencé à ouvrir l'œil. Je l'ai confronté doucement dans la réserve. Gérald, j'ai remarqué qu'il manquait de l'argent dans la caisse hier soir. T'aurais pas oublié un ticket? Il a souri, froidement. T'inquiète, Rhys. On fait souvent des remises. Sauf qu'il n'y a rien dans le système. Il s'est rapproché. J'ai dit de ne pas t'en faire. C'était un avertissement. À la fin de la 2e semaine, j'avais dressé une liste complète des vols. Jambon, bouteille de vin, un runner qui partait avec des couverts, une barmaid qui servait ses potes gratos et gardait le cash. Je savais que je ne pouvais pas les affronter tous d'un coup. Alors j'ai tenté une approche humaine. Avant un service du soir, j'ai pris la parole pendant le briefing. Un discours sincère, sur l'intégrité, la fierté du travail bien fait, les valeurs que mon père avait inculquées. Le soir même, je trouvais un mot dans la poche de mon tablier. Continue à parler, et ce sera pire qu'un saumon avarié que tu trouveras dans ton casier. À partir de ce moment-là, tout a changé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le mot tournait en boucle dans ma tête, comme un panneau lumineux en alerte. Un avertissement clair. Pas d'erreur possible. Mais au matin, une chose était sûre, je ne partirai pas. Pas en fuyant. Pas comme ça. S'ils voulaient une guerre, ils allaient la voir. Mais cette fois, pas de discours, pas d'avertissement. Juste du silence, de la patience, et un plan. J'ai acheté un petit carnet que je gardais toujours sur moi. Chaque jour, je notais tout, l'heure, les personnes, les incidents. Le moindre verre perdu, les portions oubliées, les clients censés ne pas avoir payé.
Je restais après la fermeture pour aider au nettoyage, mais surtout pour observer. 2 soirs plus tard, j'ai surpris la barmaid, Chloé, en train de glisser 4 bouteilles de rosé dans un sac de sport. Une grosse soirée en perspective, ai-je lancé, l'air détendu. Elle a sursauté. Quoi? Non. C'est, du stock en trop. Gérald a dit que je pouvais. J'ai souri. Ok. Pense juste à le noter. Y a un contrôle des stocks demain. Son sourire s'est figé. Le lendemain, aucune trace de Chloé dans le registre. Premier avertissement. J'ai ensuite observé Dédé, encore en train de remplacer du veau par une viande douteuse. Je l'ai discrètement pris en photo, les étiquettes en gros plan. Quand il m'a vu, il a froncé les sourcils. Tu fais quoi? J'envoie une photo à mon père. Il adorait cette marque. Il m'a fixé, suspicieux. Tu lui parles souvent? De temps en temps. Il a grogné et est retourné à ses casseroles. La tension montait. Et je n'avais toujours pas affronté Gérald. Mais c'est lui qui est venu à moi. T'as pas mal de questions, toi, m'a-t-il dit un soir, alors que je prenais une caisse dans la réserve. Je m'intéresse à l'endroit. Il a souri, sans chaleur. Tu devrais plutôt t'intéresser à ta sécurité. Il n'a pas scié. C'est là que j'ai compris, il savait. Pas juste que je fouinais, mais qui j'étais vraiment. Trop tard pour faire semblant. L'atmosphère a changé du jour au lendemain. Thomas ne me parlait plus. Chloé évitait mon regard. Dédé faisait exprès de claquer les poils à chaque fois que je passais derrière lui. Puis il y a eu le casier. Un vendredi soir. Double service. Épuisé, j'allais récupérer mon sac quand j'ai ouvert le casier. Un rat. Mort. La queue nouée. Coincé entre mes baskets et mon tablier. Pas de mots cette fois. Message clair. J'ai vomi dehors, dans l'allée derrière la cuisine. Mes mains tremblaient trop pour ouvrir ma voiture. J'ai failli appeler mon père. Tout lui dire. Mais je me suis arrêtée. Ce n'était plus son problème. C'était le mien. Cette nuit-là, je n'ai pas juste réécrit mes notes. Je les ai dupliquées. J'ai imprimé des photos. Tout sauvegardé dans un cloud sécurisé. Car la prochaine étape, ce n'était plus l'observation. C'était la riposte. Et j'avais un plan. Le lendemain, je ne suis pas allée au restaurant. À la place, j'ai pris la voiture et roulé 3 heures vers le nord pour voir mon cousin Julien. Il bosse dans la conformité des établissements alimentaires audit, inspection sanitaire, fraude. Il connaît le milieu par cœur. Je lui ai tout montré, mon carnet, les photos, les écarts de caisse, même la photo du rat. Il a écouté sans m'interrompre, le visage impassible. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise. T'as pas un dossier, Marissa? T'as une mine d'or. Mais pour que ça tienne en justice, il te faut des preuves béton. Vidéo. Audio. Et en temps réel. Le soir même, j'ai commandé 2 objets, une mini-caméra dissimulée dans un bouton de gilet, et un enregistreur audio caché dans un stylo. Le lundi suivant, je suis retournée au resto. Comme si de rien n'était. L'ambiance était glaciale. Tous pensaient que j'avais abandonné. Que leur petit mot m'avait fait peur. Parfait. Je portais la caméra sur ma veste de service. Le stylo était accroché à mon tablier. Plus aucun commentaire, plus aucune confrontation. J'étais devenue invisible. Silencieuse. Présente. Et j'enregistrais tout. Dédé, encore en train de se vanter auprès de Chloé d'avoir surfacturé des clients et gardé les pourboires. Thomas, qui montrait à un nouveau comment sortir des côtes de porc en douce par la porte arrière. Gérald, riant avec un collègue sur les paiements en liquide qui n'arrivaient jamais jusqu'à la compta. Chaque service m'apportait de nouveaux éléments. Et puis j'ai eu de la chance. Un soir, Gérald a oublié de verrouiller son bureau. Prétextant aller chercher une serpillière, j'y suis entrée discrètement et j'ai photographié les pages du fameux carnet noir. Vente non déclarée. Facture fictive.
Prime distribuée à des employés fantômes. Le lendemain, j'ai imprimé chaque photo et je les ai rangées dans une boîte verrouillée dans le coffre de ma voiture. Mais il me manquait encore un élément crucial, le moment précis où Gérald faisait transiter de l'argent liquide. Alors, j'ai attendu une nouvelle fois après la fermeture. Caché dans le placard à balai, caméra activée. L'endroit était étroit, étouffant, sentait le vinaigre et les oignons pourris. Mais j'ai tenu. Vers 23h20, Gérald est entré dans le bureau avec 2 sacs. L'un contenait la recette de la journée. L'autre, des liasses de billets. Il a commencé à transférer l'argent dans une enveloppe marquée « Remboursement fournisseur », puis l'a glissé dans sa veste. Et j'ai tout filmé. Le vendredi suivant, j'avais des heures de vidéo, un planning détaillé des événements, des transactions croisées avec les registres. Et j'étais prête. Le soir même, je suis allée chez mon père. Je lui ai tendu une clé USB. Tu dois voir ça. Il n'a rien dit pendant de longues minutes. Puis il s'est levé, a versé 2 verres sur son vieux chariot à boisson, et m'a regardé. Prête à tout faire sauter? J'ai hoché la tête. Parce que désormais, je n'étais plus juste sa fille. J'étais la tempête qui arrivait. Le lendemain matin, mon père a passé un seul coup de fil à son avocat, un certain maître Carton, un vieil ami de la famille qui avait aidé à créer la société du restaurant 30 ans plus tôt. À midi, tout était en marche. On n'allait pas simplement virer les responsables. On allait le faire proprement, légalement, avec des témoins. On avait besoin de motifs irréprochables au cas où certains essaieraient de contester leur licenciement ou de se retourner contre nous. Carton a fait appel à un expert comptable spécialisé en audit. Il a épluché toutes les preuves, recettes non déclarées, détournements, fausses factures fournisseurs. Mon père lui a donné un accès total à la comptabilité. Pendant ce temps, moi, je suis retournée au restaurant. Une dernière fois sous le nom de Brice. C'était un service du dimanche midi, bondé, bruyant, chaotique. Le moment parfait pour frapper sans prévenir. Mais je n'étais pas seule. À la table 9, maître Carton, en costard discret, dégustait des œufs bénédicts. Au comptoir, l'expert comptable buvait un café, carnet en main. Et dans le couloir derrière les cuisines, mon père attendait, impassible. À exactement 14h, j'ai tapé ma cuillère contre un verre, au milieu de la salle. « Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ?» Les conversations se sont arrêtées. Gérald s'est figé derrière la caisse. « Je ne m'appelle Paris, ai-je dit d'une voix calme. Je m'appelle Marissa Delano. Et depuis la semaine dernière, je suis légalement la propriétaire de ce restaurant. » Silence. Puis des chuchotements. Le visage de Gérald s'est décomposé. Je sais tout ce qui se passe ici. Les vols. Les fraudes. Les menaces. Et j'ai tout enregistré. Chloé s'est levée brusquement. Thomas a lâché un verre. Dédé a juré entre ses dents. Je n'ai pas bougé. Mon avocat et notre comptable sont ici. Si votre nom est cité, vous serez escorté dans le bureau. Vous rendrez vos clés, signerez votre licenciement, et quitterez immédiatement les lieux. Sinon, la police sera appelée. Maître Carton s'est avancé avec une feuille. Les noms sont tombés, un à un. Gérald a tenté de protester, mais Carton avait les vidéos sous la main. Vous avez de la chance qu'on ne porte pas plainte pour l'instant. Il est parti furieux, renversant un plateau de couverts. À 15h, 6 employés avaient été licenciés. Les autres restaient figés, choqués. Je me suis tournée vers eux, ceux qui n'avaient rien volé, rien caché, rien menacé. Je veux reconstruire quelque chose de vrai ici. Mais ça commence par l'honnêteté. Si vous êtes avec moi, tant mieux. Sinon, partez maintenant. 3 sont partis. Le reste a choisi de rester. Mon père a posé une main sur mon épaule. Tu viens de faire ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. J'ai regardé autour de moi les murs écorchés de ce qui avait été l'œuvre de toute une vie et pour la première fois, je ne me sentais plus comme une héritière en mission. J'étais à ma place. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Dès le lundi matin, les rumeurs couraient déjà chez les fournisseurs,
les clients, et même dans la presse locale. Une journaliste m'avait laissé un message, elle voulait en savoir plus sur la réorganisation brutale du personnel chez Delanoës. Mais je ne pensais pas à l'image. Pas encore. Ma priorité, c'était de tenir bon. Nous venions de perdre 9 employés. Je n'avais plus assez de monde pour assurer un service de base. Alors j'ai activé tous mes contacts, anciens serveurs, chefs à la retraite, étudiants en cuisine. La plupart ont décliné. Certains ont ri. D'autres ont simplement dit, trop risqué. Mais une poignée a répondu présent. Ava faisait partie d'eux. Chef pâtissière indépendante, elle avait bossé avec mon père autrefois, avant d'ouvrir son propre stand ambulant. Soit t'es folle, soit t'es un génie, m'a-t-elle dit en nouant son tablier. Dans tous les cas, je suis là. Les 72 heures qui ont suivi ont été un tourbillon. Je faisais des journées de 18 heures. Je cuisinais, servais, nettoyais les WC. J'avais des cloques aux mains à force de faire la vaisselle. Je n'avais plus de voix dès le mercredi. Mais on a ouvert. Et on est resté ouvert. Les clients ont remarqué le changement. Plus de verres offerts par erreur. Plus de commandes disparues. Les pourboires étaient partagés équitablement. Et pour la première fois depuis des années, la caisse correspondait au ticket. Mais tout le monde n'appréciait pas cette nouvelle rigueur. Le jeudi soir, j'ai trouvé un mot sur le pare-brise de ma voiture. Tu crois que c'est fini? On sait où ton père habite. Je l'ai immédiatement emmené au commissariat. Les policiers ont pris la menace au sérieux, même sans empreinte ni caméra. Une patrouille a commencé à surveiller régulièrement la maison de mon père. J'ai renforcé la sécurité, nouveau code d'alarme, caméra, briefing du personnel sur les comportements suspects. Et c'est là qu'on a reçu les résultats de l'audit. Carton et le comptable avaient fini leurs analyses. Gérald avait détourné près de 72 000 € en 3 ans. Dédé ? Environ 18 000 € via des manipulations sur les commandes fournisseurs et des substitutions d'ingrédients. Chloé ? Plus de 6 000 € en alcool volé et consommation offerte non autorisée. Et ce n'était que ce qu'on pouvait prouver. Mon père, assis à la table de la cuisine, lisait le rapport sans dire un mot. Lorsqu'il a levé les yeux, sa voix était éteinte. Je les considérais comme une famille. Ce n'était pas une famille, ai-je répondu. C'était des termites. Il a hoché la tête. Alors on va brûler le nid. Le lendemain, on a déposé plainte. Pour fraude. Vol. Conspiration. Et l'après-midi même, quelqu'un a pénétré dans le restaurant. Ils n'ont pas volé d'argent. Non. Ils ont saccagé la cuisine. De la farine partout. Des œufs écrasés sur le sol. Les portes des chambres froides laissées grandes ouvertes. Et planté au milieu de la planche à découper, un couteau de chef, la lame enfoncée profondément dans le bois, avec un mot gravé autour. Traître. La vue de ce couteau m'a glacé. Je n'ai rien touché. J'ai reculé lentement, verrouillé la porte de l'extérieur et appelé immédiatement la police. Cette fois, ils ont classé l'affaire comme acte de vandalisme aggravé, possiblement lié à une tentative d'intimidation dans le cadre de notre plainte pénale. Des agents ont inspecté la cuisine. Pas d'empreintes exploitables. L'ADN était brouillé. Mais enfin, la caméra de sécurité dans la ruelle arrière a servi à quelque chose. À 3h47 du matin, une silhouette encapuchonnée a ouvert la porte de service avec une clé. Elle a entré l'ancien code d'alarme sans hésiter. Les policiers ont ralenti les images. Pause. Zoom. La démarche. Le geste précis au moment d'entrer le code. C'était Dédé. Il avait gardé un double de la clé. Et il se souvenait du code de la porte. Et à en croire l'heure de l'effraction, il avait agi quelques heures à peine après avoir appris que le procureur ouvrait une enquête pénale contre lui. 3 jours plus tard, il a été arrêté. Il n'a pas dit un mot. Pas de protestation, pas d'excuses. Mais le mal était fait. 2 chambres froides pleines de denrées, foutues. Des milliers d'euros de pertes. Un poste de préparation ruiné. L'assurance couvrait une partie mais pas tout.
Et notre réputation? Elle saignait aussi. Les forums locaux s'enflammaient. De la noesse, ça pue le scandale depuis le début. C'est vraiment saf de manger là-bas. Une chef novice peut-elle sauver un resto en ruine? Je savais que je ne pouvais pas répondre à ça avec un communiqué stérile. Alors j'ai appelé une blogueuse culinaire influente du coin. Pas pour une interview. Pour un dîner. Je ne lui ai rien dit à l'avance. J'ai simplement cuisiné le meilleur repas possible, avec l'équipe réduite, dans une cuisine réparée à la hâte. Poulet rôti au citron et romarin. Gnocchi maison. Petit pain à l'ail. Et le tiramisu d'Ava, a tombé. Après le dessert, je l'ai invité à visiter la cuisine. Propre. Calme. Sans un mot de travers. Je lui ai juste dit. Cet endroit a failli mourir. Mais je ne le laisserai pas faire. On reconstruit sur des cendres. Si tu veux raconter ça, fais-le. Et elle l'a fait. 2 jours plus tard, son article a fait le tour du web local. Du chaos à la Renaissance, comment une adresse mythique de Lyon renaît de ses cendres. Elle n'a rien édulcoré. Elle a dit la vérité. Et ça nous a sauvés. Les clients ont commencé à revenir. Les habitués sont revenus. Même d'anciens employés, ceux partis depuis longtemps, ont demandé s'ils pouvaient réintégrer l'équipe. J'en ai repris 2. Les autres? Je les évaluais encore. Et puis un soir, alors qu'on terminait de fermer, Ava m'a tiré à part. Tu réalises que ce n'est plus l'héritage de ton père, hein? J'ai plissé les yeux. Comment ça? Elle a souri, doucement. Ce resto, maintenant, c'est le tien. Tu ne le diriges pas. Tu le refais à ton image. Pour la première fois, j'ai accepté cette idée. Mais la guerre n'était pas finie. Parce que cette semaine-là, Gérald a lancé une plainte pour licenciement abusif. La lettre est arrivée un jeudi après-midi. Enveloppe épaisse. En tête d'un cabinet d'avocats. À l'intérieur, la plainte officielle de Gérald. Licenciement abusif, diffamation, préjudice moral. Il réclamait 50 000 € de dommages et une rétractation publique. J'ai ri. Vraiment. Un éclat nerveux. Puis j'ai cessé de rire. Parce que ce n'était pas une blague. Gérald n'avait plus rien à perdre. Et les gens désespérés, c'est dangereux. J'ai appelé Carton immédiatement. On l'a sur vidéo, dans mon bureau, en train de voler de l'argent. Il espère quoi? Carton a soupiré. Il sait qu'il ne gagnera pas. Il cherche à t'épuiser. À te vider. En temps, en énergie, en argent. Si tu règles à l'amiable, il touche un chèque. Si tu refuses, il multiplie les procédures. C'était du chantage. Déguisé en procès civil. Mais Carton avait déjà une stratégie. On va contre-attaquer. Dépôt de plainte pour vandalisme, vol et intimidation. Ça va l'obliger à se justifier. Mais prépare-toi, ça va être long. Et il avait raison. Le mois suivant a été un enfer de paperasse. Audience, convocation, contre-expertise. Pendant ce temps, je devais gérer les plannings, relancer les fournisseurs, former les nouvelles recrues. Chaque euro gagné partait dans les frais d'avocat ou en remplacement de matériel détruit. Un soir, vers minuit, j'étais en train de passer la serpillière, une poche de glace autour du poignet, les yeux brûlants de fatigue. Et là, j'ai entendu la clochette de la porte d'entrée. On était fermé. Lumières éteintes. Porte verrouillée. Je me suis figé. Un deuxième ding. Quelqu'un était à l'entrée. Je me suis approché lentement, le cœur battant. À travers le verre dépoli, je voyais une silhouette. Grande. Avec une capuche. J'ai ouvert doucement. Juste le verrou du haut. La chaîne encore en place. Je peux vous aider? La silhouette s'est penchée. Puis a baissé sa capuche. C'était Thomas. Le plongeur. Le premier que j'avais surpris à voler. Il avait l'air changé. Amaigri. Les traits tirés. Nerveux. Je savais pas où aller, a-t-il soufflé.
Je peux te parler? J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. On s'est assis dans la salle, éclairée seulement par les lampes de secours. J'ai été con, a-t-il commencé. Mais j'ai pas saccagé la cuisine. J'ai jamais mis ce rat. Je te le jure. J'avais peur de Gérald. Il nous disait que si on parlait, il allait nous pourrir la vie. Je ne répondais pas, je peux témoigner, a-t-il ajouté. Je dirai tout. Je veux juste pouvoir dormir. Arrêter de flipper. Retrouver du boulot. Je l'ai observé un long moment. Puis j'ai posé un stylo devant lui. Tu veux une seconde chance? Commence par une déposition. Avec des noms. Des dates. Tout. Il a attrapé le stylo. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti l'équilibre basculer. Un par un, il commençait à craquer. La déclaration de Thomas faisait 10 pages. Et ce n'était pas juste une confirmation de ce que je savais déjà, c'était une bombe. Il a révélé que Gérald avait monté un faux fournisseur pour faire transiter des factures bidons. Que Chloé piquait régulièrement dans la caisse à pourboire quand personne ne regardait. Que même la jeune hôtesse, Maëva, revendait à ses amis du vin périmé au prix fort et gardait la différence. Et surtout, il a écrit noir sur blanc. Gérald nous a dit dès le premier jour qui tu étais. Que t'étais la fille du patron, infiltrée. Il nous a prévenus, jouez le jeu, vous serez tranquille. Parlez, et vous le regretterez. Il n'a pas seulement signé sa déposition. Il a accepté de témoigner devant un juge. Carton a lu le document et a souri pour la première fois depuis des semaines. Là, ça change tout. On n'est plus en défense. Le procès pour licenciement abusif de Gérald? On l'a étouffé sous l'épreuve. Carton a déposé une requête de rejet. En parallèle, il a lancé une nouvelle plainte pénale, vol aggravé, détournement de fonds, intimidation en milieu professionnel. Avec vidéos, photos, témoignages de Thomas et documents comptables à l'appui. La semaine suivante, l'avocat de Gérald nous a appelés. Il voudrait discuter d'un accord discret. On a dit non. Et le jour même, la police l'a arrêté chez lui. Charge retenue, détournement de fonds, destruction de biens, menace envers une dirigeante d'entreprise. L'information a éclaté dans la presse locale. Lyon, l'ancien gérant d'un restaurant emblématique mis en examen pour vol et intimidation. Les clients qui avaient disparu sont revenus, curieux et solidaires. On a lancé une nouvelle carte. Une équipe renouvelée. Et on a organisé une soirée spéciale, repas à prix coûtant, pour remercier les soutiens. La salle était pleine. Mon père est même sorti de sa retraite pour une soirée, allant de table en table comme un maire de village. Sur son visage, de la fierté. Et quelque chose de plus rare encore, la paix. Mais alors que je pensais que le pire était derrière moi, j'ai reçu un message. Un seul. Signé Maëva. L'ex-hôtesse. Un court texte. Tu crois vraiment que c'est fini? Avec en pièce jointe, une photo. Floue. Prise de nuit. Ma maison. Photographiée depuis la rue. La photo m'a glacée. Ce n'était pas l'image elle-même, c'était ce qu'elle sous-entendait. Le message. L'audace. La menace. J'ai immédiatement transféré la photo à Carton et à l'enquêteur en charge du dossier. Ils ont réagi sans tarder. Une patrouille a été déployée dans mon quartier. Des rondes toutes les nuits. Mais moi, je savais, ça ne suffisait pas. Je ne pouvais pas attendre le prochain coup tordu. Je devais terminer ce que j'avais commencé. Dès le lendemain, j'ai installé une sécurité renforcée chez moi, caméras intelligentes, alarmes connectées, éclairage de détection. Puis j'ai pris ma voiture et me suis rendu là où je n'aurais jamais cru devoir aller. Le bar d'un petit bistrot en centre-ville. Derrière le comptoir, Chloé. Elle m'a vu entrer. Son visage s'est tendu. Elle a détourné les yeux, a commencé à essuyer des verres. Chloé, ai-je dit calmement. Faut qu'on parle. Elle a baissé la voix. J'ai rien envoyé. La photo, c'est pas moi. Mais tu sais qui l'a fait. Elle a hésité. Je suis pas venue pour t'accuser,
ai-je enchaîné. Mais si tu continues à couvrir ceux qui sont prêts à franchir cette ligne, tu t'enfonces avec eux. Ses mains ont tremblé. Puis elle a soufflé, c'est Maeva. Elle t'en veut. Elle croit que t'as voulu la salir pour mieux sauver les autres. Elle est obsédée. Elle dit que si elle peut pas détruire le resto, alors elle te détruira, toi. J'ai hoché la tête. J'en avais assez entendu. Je suis allée directement au commissariat. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection. Photos, messages, témoignages de Chloé, tout a été ajouté au dossier. Maeva a été convoquée dans les 24 heures. Elle a craqué, comme l'ont dit les flics. Elle a prétendu que c'était une blague. Mais la photo était réelle. Et l'intention, claire comme de l'eau de roche. Résultat, plainte déposée pour harcèlement, menace, atteinte à la vie privée. Encore une pièce de plus du puzzle toxique, balayée du jeu. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Mais cette fois, c'était la reconstruction. Solide. Définitive. Dédé a accepté un plaidé coupable, 2 ans avec sursis et remboursement partiel. Gérald. Refus de liberté sous caution. Trop de risques de représailles, trop de preuves. Chloé. Peine aménagée avec travaux d'intérêt général, en échange de sa collaboration complète. Maeva. Interdiction d'approcher à moins de 300 mètres de moi ou du restaurant. Un par un, les murs du mensonge et de la menace se sont effondrés. Mais les fondations, elles étaient plus solides que jamais. Parce que c'est moi qui les avais coulées. À la main. 6 mois plus tard, le restaurant n'avait pas seulement survécu, il brillait. Tous les soirs, la salle vibrait. Les habitués étaient de retour. De nouveaux clients arrivaient par le bouche à oreille. Et on avait même décroché une page entière dans un magazine local. Le Phénix lyonnais, comment Delanoës a ressuscité des flammes de la trahison. Les murs, autrefois saturés de soupirs et de vols, résonnaient désormais de rires, de commandes chantées et du rythme vif des couteaux sur les planches à découper. Notre équipe ? Plus réduite, mais soudée. Honnête. Solide. Chacun ici s'était battu pour rester. Même Thomas, le plongeur d'autrefois, avait gagné son poste de responsable des stocks. Son tableau de suivi était si précis que l'expert comptable en avait fait une copie pour former les stagiaires. Un samedi soir, alors que je balayais la salle, vidée après le dernier service, mon père est entré. Il marchait plus lentement qu'avant. Mais il souriait. Il a regardé autour de lui. La lumière douce. La cuisine impeccable. Les dernières tables débarrassées. « T'as réussi » a-t-il murmuré. J'ai secoué la tête. On a réussi. Il n'a pas corrigé. Dehors, la nuit était calme. Plus de menaces. Plus de regards dans le dos. Seulement le silence paisible d'un quartier endormi. Plus tard, je suis montée sur le toit du bâtiment. J'ai regardé les lumières de la ville. Pensé à tout ce qu'on avait traversé. Aux nuits sans sommeil. Aux insultes. Aux regards fuyants. Au moment où j'ai failli tout lâcher. Mais je ne l'ai pas fait. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient vu une fille de patron. Gentille. Naïve. Facile à intimider. Mais je n'étais pas douce. J'avais reconstruit le rêve de mon père. Pas par nostalgie. Par volonté. Par feu. Par rage maîtrisée. Aujourd'hui, quand les clients passent la porte, ils ne demandent plus. C'est la fille du patron ? Ils demandent. Elle est là, Marissa ? Parce que maintenant, ce nom a un poids. Et il ne m'appartient qu'à moi. Et vous ? Si vous aviez été à ma place, est-ce que vous vous seriez battu comme je l'ai fait ?